Voilà, c'est mieux si je mets un micro. Normalement, on m'entend mieux. Ça fonctionne bien mieux. Il y a un méchant reflet dans la caméra. Ça fonctionne pas comme on veut. Bonjour à tous. Non, j'ai un reflet en plein milieu. C'est ça de changer de caméra, de changer de matériel. Est-ce qu'on m'entend mieux ou moins bien? Je ne sais pas. Salut à tous. Bonjour, Chério. Bonjour, Pop Pop Pop. Bonjour à tous. Je vois mon message depuis ce matin. Je vous regarde. Il y a un nouveau setup, nouvelle caméra. Je ne sais pas comment l'image, je ne sais pas comment elles sont. Il y a déjà un premier abonnement de Leti 4, ça c'est cool. Le son, monte le son. Alors ça c'est possible de monter le son. Je peux le faire de plein de façons. Il faut juste que je récupère mon micro. Je vais prendre le soleil dans la gueule. Rien ne se passe comme prévu, mais c'est pas grave. C'est toujours un peu comme ça tous les matins avec moi. Le gain, ça va être là. Je vais mettre un peu plus de gain. Voilà. Est-ce qu'on m'entend mieux? Pas terrible. On va baisser un peu. Voilà. C'est la première fois que j'utilise ce micro. Voilà. C'est bon, on m'entend top. Et un nouveau abonné, Cricri Touli 2, qui a droit à Jean-François Copé. Et moi, j'ai ce truc dans la... Voilà, mieux, parfait. Que dire, que faire? Vous remerciez d'abord d'être là. Vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup trop. Vous êtes déjà 444 à me regarder. Seul face à l'actualité, Antoine Medecker va affronter l'actualité de ce matin. C'est quelque chose, c'est pas rien, vous allez voir. Traditionnellement, on vous remercie d'être tous là. C'est presque qu'Alexis Poulain ce matin MDR, c'est-à-dire belle lumière. Ouais, on a changé la caméra, on a mis une vraie caméra, on a mis un faux fond derrière et on a mis un micro. Normalement, mon son doit être meilleur, normalement. C'est à vous de me dire, c'est important, vous pouvez nous envoyer des messages et nous dire tout ça. On va commencer ce matin, puisqu'on n'est pas en avance. Quelle heure il est? Il est déjà 8h09. Je suis en retard aujourd'hui, excusez-moi. Et nous allons commencer notre petite revue de presse par Le Monde. Le Monde d'aujourd'hui daté d'hier. Enfin, Le Monde d'hier daté d'aujourd'hui, c'est plutôt ça. Avec début poussif pour la vaccination des enfants. Alors vous savez que la vaccination c'est un sujet extrêmement clivant dans notre pays, un peu partout en Europe. Il y a quand même des choses qui sont étonnantes dans ces articles-là. Alors, on est bien loin du succès rencontré par la vaccination des adolescents qui au 10 janvier, d'après les chiffres du ministère, était de près de 80% à s'être fait vacciner. La vaccination des ados a fonctionné de façon extraordinaire car il y avait une forme de contrainte. Si vous voulez continuer à vivre normalement leur vie d'ado, sans vaccin, ils risquaient d'être emmerdés pour reprendre une expression à la mode. Voilà. Donc c'est important aux adolescents de leur apprendre la contrainte. Vous voyez, il faut que très très tôt dans leur vie de jeunes adultes, ils comprennent que, à un moment donné, ils vont pas vouloir faire ce qu'ils veulent. C'est la contrainte. Et c'était, selon donc François Engoulevent, pédiatre à l'hôpital de Robert Debré à Paris, c'était formidable, il dit, c'était extraordinaire. Il y avait une forme de contrainte s'il voulait continuer à vivre normalement. Voilà, c'est ça. Donc l'adolescent, effectivement, est plus sensible à la contrainte que les 5-11 ans. Voilà, les 5-11 ans, finalement, vous leur filez une boîtière en bois, ils se débrouillent, ils vont pas au cinéma, ils vont pas galocher, ils font pas de trucs d'ado, quoi. Voilà. Et puis ensuite, on a un autre, on a Vincent Gadgeau, Gadgeau, pardon, pas Vincent Gadgeau, pédiatre à l'hôpital d'Antoine Béclair de Clamart, dans les Hauts-de-Seine, qui nous dit « La France est championne du monde pour la réticence au vaccin, et plus les enfants sont petits, plus les parents sont réfractaires. » Voilà. Donc oui, parce que, on vous le redit, à longueur de truc, les enfants ne sont pas spécialement touchés par ce virus-là. Et voilà, donc voilà, moi j'ai pas d'enfants de ces âges-là, mais si j'avais des enfants entre 5 et 11 ans, ils ne seraient pas vaccinés. Voilà, ça n'engage que moi, chacun fait comme il veut avec ses enfants, c'est votre responsabilité, notre responsabilité de parents, et voilà. Ouais, donc bon, il y a toujours la petite photo de la petite fille, il y a un Joe, 9 ans, au centre de vaccination anti-Covid, à la Cité des Sciences à Paris, voilà, elle est mignonne cette petite fille, elle se fait vacciner, voilà. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Un truc qui est rigolo, j'ai oublié de vous le souligner, on dit que les enfants, ils sont quand même habitués pourtant, hein, ils sont habitués. Je l'ai pas souligné, je le retrouve plus, voilà, mais c'est pas grave. Voilà, donc ils sont étonnés, voilà, le début poussif pour la vaccination, les gens sont étonnés. Sans aucun rapport, un cœur de porc a été transplanté chez l'homme. Voilà, donc ça fait partie des promesses techniques de notre époque. On a réussi à modifier les gènes d'un porc, à modifier un porc en fait, génétiquement. Donc c'est un porc génétiquement modifié pour
pour pouvoir lui enlever son cœur et pouvoir le mettre chez un humain. Donc on apprend donc que David Bennett, atteint d'une insuffisance cardiaque au stade terminal et d'une arythmie, n'était pas éligible à une transplantation de cœur conventionnelle, ni même un système à pompe cardiaque artificielle. La FDA, donc c'est l'administration qui gère tout ce qui est drogue et nourriture, pas drogue, n'importe quoi, faux amis, en anglais dégoûtant, médicaments et la nourriture, a donc autorisé cette stratégie expérimentale à titre compassionnel chez ce patient consentant et sans autre option thérapeutique. Voilà. Donc les modifications du cœur porcin réalisées par Revivicor, donc la boîte s'appelle Revivicor, le nom est terrible. Donc ils sont très discrets sur la technologie utilisée, mais on sait qu'ils ont été le CRISPR Cas9, c'est une sorte d'outil qui permet d'éditer le génome, voilà, avec un côté apprenti sorcier absolument avéré. Donc 3 gènes responsables du rejet rapide des organes du porc par les humains ont été éliminés chez le porc donneur. Par ailleurs, 6 gènes humains responsables de l'acceptation immunitaire du cœur du porc ont été insérés dans le génome. Voilà, donc on a enlevé des gènes de porc pour mettre des gènes d'homme. Enfin, un gène supplémentaire a été éliminé chez l'animal afin d'éviter une croissance excessive du tissu cardiaque du porc. Faudrait pas parce que le cœur du porc doit être plus gros qu'un cœur humain, apparemment, ce qu'ils disent. Donc voilà, c'est prodigieux et terrifiant à la fois. C'est une véritable prouesse obtenue grâce à des ciseaux d'ADN, voilà, comme le CRISPR-Cas9, qui permet de purifier génétiquement des porcs avec une grande précision et ainsi de franchir la barrière des espèces en proposant des organes utilisables en transplantation humaine. Voilà. Bien sûr, il faut rester prudent, car le recul encore modeste, on n'a pas de recul par rapport à ça. Voilà, il faudra voir ce que deviennent les patients après des semaines et des mois à venir. Alors, c'est à la fois, comment dirais-je, très... alors, je vais mettre plus de lumière parce que j'ai l'impression qu'on ne me voit pas du tout. Voilà, mieux, un peu mieux. Ah, il y a un cadeau. Ah, c'est cool ça. Merci d'avoir envoyé un cadeau. Je sais pas comment ça marche, mais c'est cool. Oui, c'est à la fois terriblement prodigieux, émouvant pour cette personne qui va pouvoir vivre un peu avec un cœur de porc. Je sais pas comment on vit avec ça. Et à la fois complètement terrifiant, cette façon de manipuler la nature. Voilà. C'est un article du Monde. On commence par le Monde. Souvent, je fais le Monde d'avant. Voilà. C'est terrifiant, voilà. Mais je sais pas, si c'était un de vos proches, un de nos proches, je sais pas. Voilà. Je crois pas en l'immortalité, vous le savez. Mais voilà. Ouais, c'est quand même une prouesse technique. C'est quand même prodigieux. Bon appétit, hein. Ouais, allez. J'espère que vous êtes tous finis de petit déjeuner. Et puis voilà, on a un gros problème, c'est les élus face à la montée de la haine. Donc on a de plus en plus de membres du Parlement, de députés qui sont agressés, tous bords confondus, mais la REM prend quand même un petit peu plus que les autres. Ils sont confrontés au vandalisme, agression verbale ou physique. Alors la violence, bien entendu, est le dernier des refuges. Il ne faut pas aller dans ces extrémités-là, bien entendu. Alors on est un peu loin quand même dans le délire. Ça ressemblait à une lapidation, déplore le député de la République, LREM, Stéphane Clairaut, choqué après avoir été la cible de jets d'algues de la part de manifestations contre le pass sanitaire. Donc c'est des algues, il ne faut pas envoyer des choses sur les députés, LREM, et sur aucun député du reste, il ne faut pas le faire. C'était que des algues, c'était pas une lapidation, c'est pas exactement la même chose, il est un peu sensible. Comme ses collègues, lui aussi avait débarqué à l'Assemblée nationale tout sourire en juin 2017 avec l'ambition de renouveler les pratiques politiques. Novices pour la plupart, les députés macronistes ont vite déchanté. Lettres d'insultes, messages injurieux sur les réseaux sociaux ou par email, menaces de mort, permanence incendiée, voitures personnelles brûlées, domiciles visés. Jamais aucune majorité n'a autant été la cible. Voilà, donc la multiplication des violences contre les députés n'a pas d'équivalent sur la Ve République, constate l'historien Christophe Bellon, spécialiste de l'histoire parlementaire. Voilà. Donc depuis 2019, depuis les Gilets jaunes, ça avance très fort, voilà. Alors on a ici quelqu'un qui nous dit, ça a commencé à déconner dès le début des 2018, mais ce n'est rien que l'explosion de violence à partir de la fin 2018 avec la crise des Gilets jaunes. Ce mouvement a décapsulé quelque chose avec une libération de la violence contre les élus et une graduation des actions commises. Alors c'est vrai que la surenchère dans la violence était quand même des deux côtés, on va dire. On a quand même quelques éborgnés, des gens qui ont perdu des mains, on a une violence d'État qui a été instituée. Voilà. Mais il n'y a pas de l'article, on ne voit pas de cause à effet entre ces deux trucs-là. Voilà. Je ne dis pas que répondre à la violence, c'est ce qu'il faut faire, mais c'est... voilà.
C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, attention, ça serait ça à la fin de la démocratie, ça serait la violence envers les députés. Et j'ai vraiment du soleil en pleine courge, j'arrive pas à lire les écrans, ça va pas aujourd'hui, il faut que je change de place dans mon organisation quand il fait beau. Alors il y a Richard Ferrand, Dick Ferrand, le président du Palais Bourbon, le président de l'Assemblée nationale, qui est expert en bons plans immobiliers. Mais là, c'est pas un petit conseil immobilier, il nous explique quelle est la cause, selon vous, de cette hausse des violences contre les députés. Alors, Richard Ferrand, c'est l'expert. Hein. Depuis 3 ans, les faits sont parfois supplantés par des rumeurs ou des croyances alternatives. Nous sommes dans une sorte d'échéance de la rationalité. Certains se sentent tellement délaissés qu'ils ont le sentiment de ne plus être représentés et que personne ne porterait plus leur voix. Tu m'étonnes. Ces citoyens qui sont devenus en quelque sorte orphelins de la République s'en remettent à autre chose que ceux qui fondent la raison, le dialogue, la démocratie ou la représentativité, et finissent par apporter parfois la violence pour tenter de se faire entendre. Voilà. C'est vrai qu'on est un peu tous orphelins de la République depuis 5 ans, je pense qu'on peut le dire. La rationalité, les mensonges à répétition, voilà. Mais ce type-là, le président de l'Assemblée nationale ne voit aucun rapport entre les actions politiques de sa majorité et la violence. Non, pour lui, ça s'est décapsulé avec les Gilets jaunes. C'est ce que nous dit le député LREM, Christophe... Mais c'est Christophe Castaner en plus. C'est ça que j'ai pas oublié de vous dire. C'est que ces mouvements à décapsuler quelque chose avec une libération de la violence quand les élus... contre les élus, une graduation des actions commises, c'est le chef de file de la majorité, c'est Christophe Castaner, qui était le ministre de l'Intérieur, vous le savez tous, d'Édouard Philippe pendant le début de la crise des Gilets jaunes. Voilà, ça, il faut pas l'oublier. Voilà, donc Richard Ferrand va porter plainte. À chaque fois, l'Assemblée nationale va se porter partie civile et va porter plainte quand un député sera attaqué. Voilà. Alors, on met tout dans l'attaque. Hein. Il y a Rachel Garrido et son époux qui ont été visités. Ils sont venus jusqu'en bas de chez eux pour les menacer de mort. Et puis ensuite, il y a les vilains mots sur Twitter. Voilà. Il y a quand même un espace entre les deux. Et puis, il y a ce pauvre député LRM qui s'est fait lapider avec des algues. Voilà. Lapidation, c'est avec une pierre. Il faut pas tout mélanger. Je vais changer de place parce que je peux pas faire le truc avec le soleil dans la gueule comme ça. On va essayer de se décaler. Mieux, pas mieux, non, nul. Bon, on dirait vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, les amis. C'est catastrophique. Ouais, cette version tourne comme ça. Non, non, ça va pas, hein. Ça chie. Hein. Voilà. Terrible. Est-ce qu'Alexis est là? Apparemment, ouais. Alexis est là, on dirait. Il doit se marrer. J'ai un miroir en fait qui arrive là et qui me renvoie tout le beau soleil grenoblois d'aujourd'hui. Voilà, on va parler parce qu'on en a. Voilà, toujours dans le monde. Et si je recule, ouais, mais vous m'entendez plus si je recule, c'est pénible. Si tu avances, si tu recules, Blanquer favori dans l'étoile pâlie. Alors, ça va plus trop. Voilà. Écoutez-moi, le début de l'article est génial. La trousse était fermée, le cartable prêt à étranger, à 3 mois d'élection présidentielle, des 10 et 24 avril, Jean-Michel Blanquer gérait en pente douce la fin de son quinquennat au ministère de l'Éducation nationale. Le mec ne branle plus rien depuis 1 an et demi. Hein. Il voulait être Premier ministre. Premier ministre ou ministre de l'Intérieur. Il voulait la gage de ministre de l'Intérieur qu'a pris Darmanin. L'ancien recteur, membre du cercle restreint des favoris d'Élysée. C'est un cercle, c'est le cercle des favoris d'Élysée. Ça, c'est fantastique. Ah, moi je suis dans le cercle des favoris, il m'aime bien. Macron il me passe la main comme ça, il me dit chut, t'es gentil Jean-Michel. L'ancien recteur donc faisait valoir son bilan dans les médias et travaillait à l'édification de son think tank, le laboratoire de la République. Putain, on n'a pas besoin de ça, hein. Le Fab Lab de la République, le Lab de la République, on n'a pas besoin de ça. Hein. Destiné à alimenter la campagne d'Emmanuel Macron sur la laïcité et combattre le wokisme, un courant de lutte contre les discriminations qui fragmente selon lui notre société. Voilà. Ce qui fragmente notre société, c'est pas les inégalités dans les salaires. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le wokisme. Vous savez, c'est ce mot qui veut rien dire. Enfin, ça veut dire quelque chose, mais pas dans la bouche dans la tête en tout cas de Jean-Michel Blanquer. Voilà. Donc c'était tombé sur Omicron qui a foutu le bordel. Ça a été un immense bordel puisque les professeurs depuis le début de l'année ont changé 5 fois le protocole Blanquer. Hein, on en riait l'année dernière, il y a 2 ans on en riait avec Alexis et Antoine Gouritin quand on faisait notre podcast La République en confinement. Il y avait le théorème de Blanquer qui dit que si Blanquer annonce quelque chose, le contraire va se passer. Voilà. Blanquer est mauvais. Voilà. Blanquer est mauvais, il est définitivement mauvais. Donc le protocole veut rien dire. Ils sont foutus sur la gueule avec Véran. On fera le journal de
C'est pas le journal du dimanche, c'est le journal de Paris, le journal Ananar, là. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Je le lis jamais, mais je l'ai lu pour rigoler. Ils sont venus aux mains avec Véran. Ils étaient à ça. Voilà. Voilà, tout à fait. Le wokisme, prétexte bidon des vrais malfaisants et des fachos libéraux. C'est exactement ça, Alimen. Parce que ma caméra n'est pas dans l'angle de mon écran. Ce qui explique cela. Voilà. Donc bon, tout le monde veut sa peau. Hein. En plus, il agace. Bon, il a fait une espèce de petite barbe. Son petit truc là, il est très 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 cassant, il paraît ce mec en plus. Voilà, l'intéressé s'est défendu sur BFM Télé mardi matin en se disant conscient des difficultés endurées par les familles. Nous nous adaptons à la situation sanitaire telle qu'elle évolue, a-t-il argué, en rejetant la faute sur les autorités sanitaires. Voilà. Le protocole, je n'ai pas inventé sur un coin de table. Ça, on peut se poser la question, Jean-Michel. J'aimerais savoir comment. Les réunions, les minutes de réunion, c'est sûrement du Conseil de défense, hein, mais ça doit être fantastique, le nombre de bêtises qu'ils doivent voler. Le protocole, je n'ai donc pas inventé, c'est les conséquences que dit le Haut Conseil de santé publique. Il dit « Je veux bien qu'on fasse grève contre le Covid, mais ça ne sert à pas grand-chose. Jean-Michel Blanquer fait aussi bien que possible dans un contexte très délicat, plaide le député du cher François Cormier-Bouglion. » Voilà. Donc, c'est pas contre le Covid qu'ils font grève, Jean-Michel, les instituteurs, les profs, les ATSEM, les directeurs d'école. On va voir, Libération fait la liste un peu des personnes, on verra ça plus tard. C'est pas contre le Covid, Jean-Michel. Non, ça ne marche pas. C'est pas possible. Voilà. Voilà. Emmanuel Macron a regretté une situation très difficile pour tout le monde. Il a dit c'est quand même très très dur. Voilà, le locataire d'Alésia a déjà désavoué il y a quelques jours la communication de son ministre qui avait dévoilé le contenu du protocole seulement quelques heures de la rentrée dans un entretien payant en Parisien. Voilà, c'est Parisien, c'est le canard nanar qu'on va regarder tout à l'heure. Il faut plus d'anticipation et plus de temps au rectorat pour communiquer avec l'école en amont, avait convenu Emmanuel Macron. Voilà. Même lui dit Jean-Mi, c'est pas terrible. Pourtant, il est dans le cercle restreint des favoris. C'est comme ça, hein. C'est terrible. Hein. Voilà. T'as l'Euclide, je vois que tu es là. Bonjour Kika, je ne sais pas si je t'ai vu passer. Aujourd'hui, tac. Voilà. Donc on apprend une protocole, oui, dans les articles payants du Parisien. Oui, c'est la Pravda, hein, le Parisien. C'est la Pravda de la République en marche, c'est ça. Voilà, donc une partie des parents soutiennent la grève de l'éducation nationale, la FCPE, donc appelle à la grève. Alors pas la PEP, qui est plutôt de droite en général, mais qui est le deuxième syndicat, ça veut rien dire, la deuxième fédération de parents d'élèves. C'est pas vraiment des syndicats, les trucs de parents d'élèves. Et puis voilà, c'est ça. Alors, il est là, Blanquer, c'est la suite de l'article. Je ne suis pas un grand confineur, reconnaît parfois celui qui aimerait être décrit comme le ministre des écoles ouvertes. C'est-à-dire, le mec a laminé l'école, mais il aimerait qu'à la fin, il a fait un bouquin aussi qui s'appelle l'école ouverte. Donc, tout ça, c'est du personal branding, comme disent les Américains. Voilà, c'est pas un grand confineur, mais j'aimerais être celui qui est le ministre de l'école ouverte. Voilà, il est le rempart contre le virus. Il a tout fait pour nos enfants, Jean-Michel Blanquer. Il est vraiment top. Voilà. Certains de ses collègues ne cachent pas leur gêne face à un homme qui, malgré le contexte, a pris le temps de participer à un colloque décrit à la Sorbonne le 7 janvier contre le wokisme. Nous devons déconstruire la déconstruction, a lancé cette occasion Jean-Michel Blanquer, décrivant une France attaquée par ce courant d'idées venu des États-Unis, un virus, selon ses mots, qui trouverait sa source dans la French Theory des années 70, donc Deleuze, Derrida et Foucault. Après avoir fourni le virus, nous devons fournir le vaccin, a-t-il affirmé. Voilà. Donc les mecs sont des Ewoks. Ouais. C'est soit vous savez les Ewoks, les créatures, les premiers goodies du cinéma américain. On sait pas comment ça marche. Et puis il a quand même grande appétence pour les médias, Jean-Michel Blanquer. Voilà, nous sommes la République en marche, pas la communautarisme en vadrouille. Voilà. En 2017, il a suggéré à Macron de rebaptiser l'éducation nationale le ministère de l'instruction publique, comme sous la Troisième République, une idée remise au goût du jour par un certain Éric Zemmour. Jean-Michel Blanquer, c'était un type, il voulait qu'on enregistre les enfants violents à l'école, ou violents ou agressifs, ou qui étaient un peu turbulents, pour qu'on les classe, parce que selon lui, un enfant qui est violent à l'école tout petit sera violent dans la vie. Donc il faut que dès le début, on l'enregistre, on le fiche. Alors là, je vois mon reflet dans la caméra, c'est bien, c'est le fond qui est éclairé, c'est moi qui est sombre. C'est le contraire qu'on fait normalement quand on est un professionnel de la vidéo. Ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout. C'est pas grave de me rater, mais en tout cas, c'est pas du tout l'effet qu'on veut faire. Hein. Voilà. En marche est devenu assis pas bouger. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, Jean-Michel Blanquer n'est plus en odeur de sainteté chez Emmanuel Macron et la République en marche. Mais est-ce qu'ils peuvent le débrancher avant l'élection ? Je crois pas. Je pense pas. Je pense pas qu'ils vont le remplacer là. À moins que
À moins que les grèves prennent de l'ampleur et que, pourquoi pas, pouvons-nous rêver d'un blocage complet du pays, d'une grève générale. Ce serait extraordinaire. Bloqué complet. Plus rien, on travaille plus, on fait plus rien. Plus rien ne fonctionne. Il n'y a plus rien, c'est fini, on arrête. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, alors, il y a une passe d'armes au Sénat contre la fin du pass vaccinal. Voilà. Ils essayent de voir quand est-ce qu'on arrête ce truc-là, parce que normalement, alors, voilà, quelle est la date du fin du pass vaccinal qui devait entrer en vigueur à la mi-janvier? Voilà. Sur le principe, le cadre juridique, c'était pour se laisser arrêter au 31 juillet, voilà. Par contre, ce qu'on dit, c'est que ce sera le président de l'époque, donc on verra qui ça va être, hein, on a déjà quelques idées, qui devra choisir si est-ce qu'il continue ou pas le pass sanitaire, est-ce qu'il arrête le pass sanitaire. Voilà, tous ces outils de pass sanitaire ou de pass vaccinal, le jour où on n'en aura plus besoin, le jour où nous n'en sommes plus sous la menace permanente d'un nouveau variant, nous en passerons avec beaucoup de plaisir, avait dit Olivier Véran. Ne plus être sous la menace d'un nouveau variant, on est potentiellement tout le temps sous la menace d'un nouveau variant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pue le pass vaccinal. Ça, vous le savez, on vous le dit, vous le savez, on est d'accord sur ça, on est au moins tous d'accord sur ça ici. Le vaccin, c'est différent, mais putain, le pass vaccinal, il faut arrêter. Voilà, alors le jeune Gabriel Attal nous disait le pass vaccinal n'est pas notre projet de société. Ah bon? Je me suis engagé avec Emmanuel Macron précisément parce que je tiens aux libertés collectives, mais bien sûr, et le pass vaccinal, effectivement, n'est pas en cohérence avec ce projet-là. Il s'en rend compte quand même, Gabriel. Mais il est cohérent avec la lutte contre l'épidémie, a défendu le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, sur Europe 1. Voilà. Donc il y a Tahiti Bob Bargo qui vient de s'inscrire au moment où on parle de Gabriel Attal. Ce pass vaccinal est une honte. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Ce putain de pass vaccinal est une honte. Comme on dit Alexis, est inadmissible. Ensuite, on a un hacker, Ulcan, reconnu coupable de 14 infractions. Donc, Ulcan, c'est un type qui est spécialiste pour faire des mauvaises blagues au téléphone. Enfin, des blagues, c'est de l'humour hein, quand je dis ça. Grégory Shelley, franco-israélien, qui est donc réfugié en Israël où il n'y a pas de possibilité de... Comment on appelle ça? D'extradition. Donc, il était absent de l'audience, il réside à l'étranger, un mandat d'arrêt a été emmené contre lui, donc il est dépeint comme étant un hacker violent, un mégalo, imbu de lui-même qui tape où bon lui semble sans aucune logique et par pure haine de l'autre. Voilà. Parmi les victimes de l'autoproclamé justicier ou militant sioniste figure la maire socialiste Martine Aubry. En 2014, la décision de l'édile de suspendre un jumelage entre sa ville et une commune israélienne en raison des bombardements en Gaza motive Ulcan, donc qui est son nom de scène, Grégory Shelley, à passer à l'acte. Après des appels malveillants et des menaces, il contacte la police en se faisant passer pour l'époux de Martine Aubry. Il déclare alors qu'il vient d'assassiner son épouse d'un coup de couteau et assure qu'il est désormais retranché chez lui armé d'un Beretta. Il fait également venir des pompes funèbres au domicile de l'élu pour qu'elles viennent chercher son corps. Voilà. Donc c'est le genre de blague qu'il fait. Il y a eu des blagues beaucoup plus dangereuses puisqu'on a eu quand même en 2014, après avoir fait l'objet d'un portrait sur le site de rue 89, en représailles, il avait contacté les parents de l'auteur de l'article et leur a fait croire que leur fils était mort. Puis il avait donné l'adresse des parents à la police, se faisant passer pour un forcené ayant assassiné son épouse et son enfant. Le père du journaliste est mort d'un infarctus quelques jours après. Vous voyez, c'est un mec sympa. Et puis, bon, c'est un fait divers, c'est une ordure, voilà, on va dire les choses simplement. Ce qui est amusant, c'est que son avocat, c'est Jim William Goldanel. Alors, Jim William Goldanel, je ne sais pas si vous voyez qui c'est le mec qui a les cheveux frisés. Là. Je fais bien les cheveux frisés avec mes mains, là, c'est assez chouette. Vous avez vu, en mime, je suis bon. Et ben lui, c'est l'avocat de ce mec-là. Voilà. Il dit que, bon, il a été condamné à 2 ans de prison, 2 ans et demi de prison ferme. Voilà. Et, bon, Goldanel, il s'en fout, hein, il va le défendre, mais l'autre, il est en Israël. Hein. Il lui dit que sa décision ne l'étonne pas. Ne l'étonne pas, raison pour laquelle il n'a pas souhaité se prêter à ce simulacre. On ne peut ne pas apprécier M. Shelley. C'est vrai qu'on dit comme ça, faire mourir un mec en faisant croire que son fils est mort, on peut ne pas l'apprécier. Mais je ne comprends pas cet acharnement idéologique qui ne laisse aucune place au droit de la défense, dit-il. Jamais le parquet ne s'est donné l'élémentaire peine de délivrer la citation à mon client. Voilà. Il serait venu, bien entendu, M. Shelley serait venu pour se faire condamner. Il est réfugié depuis 2015. Il a fait ça à Pierre Aski aussi. Il avait appelé comment on appelle ça, les forces de police en disant qu'il venait tuer sa femme et que voilà. Et Pierre Aski s'est retrouvé. Pierre Aski, c'est le patron de rue 89. Je sais pas si c'est toujours. Oui, ça a toujours avec lui. Et ce journaliste s'est retrouvé avec la police et le GIGN qui disait rendez-vous, vous êtes cerné. Et l'autre était chez lui emmerdé, il dormait.
Voilà ce genre de personnage sympathique. Voilà. Et Gilles-William Goldenel, Goldenel, fait tous les plateaux télé, notamment d'extrême droite, notamment de CNews, où il est tout le temps en train d'expliquer que rien ne va. Voilà. Bon, il est avocat. Après, le droit de la défense, c'est important aussi. Hein. Je vous dis pas que tout le monde a le droit à la défense, même les ordures. Et puis, ce qui est rigolo, dernier article, je crois, pour moi, du Monde, avant de passer à Challenge, les startups, la valeur des choses. Donc, juste pour se rendre compte de ça, ce mardi 11 janvier, les sociétés Conto et Black Market, créées entre 2007 et 2014, ont annoncé avoir récolté chacun un peu moins de 500 millions d'euros auprès d'investisseurs français et étrangers. Donc une opération qui leur assure une valorisation de 4,4 milliards pour la première, qui offre des services financiers aux PME, donc c'est Conto, ça vous permet d'ouvrir un compte en banque de façon très, très léger. Voilà. Et le deuxième, donc Black Market, qui est valorisé 5,1 milliards d'euros pour la deuxième leader, n'importe quoi, pour la deuxième que j'ai citée, donc c'est Black Market. Je lis très mal, hein, vous le savez, le matin j'arrive pas à bien lire. Je suis très flou. Donc qui est le leader de la vente de téléphones reconditionnés. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des téléphones de seconde main, ils les nettoient un peu, ils changent la vitre, ils vérifient, ils les classent dans des catégories et ils les revendent. Cette dernière emploie 650 personnes, a désormais une valeur de marché 3 fois et demi supérieure à celle de la FNAC. Donc la FNAC, c'est le premier vendeur de produits électroniques de France, avec 26 000 salariés et 7 milliards de chiffre d'affaires. C'est juste de se dire le délire complet, se rendre compte que la Startup Nation, c'est la financiarisation sans aucun sens des choses. Voilà, une petite entreprise, une petite PME de 650 personnes, est 3 fois plus valorisée que la FNAC. Et donc, Black Market, quelles que soient ses qualités de service, n'est qu'un produit financier, n'est principalement qu'un produit financier. Voilà. Black Marketing, ouais. Non, c'est back Market, le retour, voilà. 3 fois la valeur de la FNAC. Alors, eux, ils n'ont pas de salariés, ça c'est cool. Il y a moins de salariés, c'est peut-être plus cool. Et donc, cette personne, je ne sais pas qui est, Philippe Escande, qui parle d'économie pour Le Monde régulièrement. Tout le monde alors Apple a fait 3000 milliards, ça y est, en valorisation, le record a été battu. Donc il dit que c'est pas bien, il dit qu'il n'y a pas de réalité en fait, que ça n'a plus de réalité, ça n'a plus de réalité économique. Et il finit par le poète portugais que j'aime beaucoup, Fernando Pessoa, qui reconnaissait que la valeur des choses n'est pas dans la durée mais dans l'intensité où elles arrivent. C'est pour cela qu'il existe des moments inoubliables, des choses inexplicables et des personnes incomparables. Voilà, c'est Fernando Pessoa, l'auteur du Banquier anarchiste, dont je vous recommande la lecture si vous n'avez pas lu ça. C'est très beau, c'est très chouette. Voilà. Hein, pourquoi tant de haine, les enfants? Pourquoi vous êtes méchants avec... Allez, double Macron, tac. Pourquoi vous êtes méchants avec lui? Pourquoi tant de haine? Alors là, on est chez Challenge. Alors Challenge, c'est le journal de Bernard Arnault. C'est un des nombreux journaux de Bernard Arnault, qui est un petit peu le SAV de la Macronie. Moi aussi, j'adore Pessoa, nous dit Save the Day One. Ouais, c'est super. C'est vraiment classe, Fernando Pessoa. Donc là on a le Prez avec son petit pins d'immunité qui est ici, vous voyez, avec ça il craint rien, avec ça il est intouchable. Le mec il fait ce qu'il veut. Puis son petit air goguenard, et puis là regardez, vous voyez, il a son masque bleu blanc rouge, le mec. C'est le président de la République. C'est comme Super Dupont, ça, il a une écharpe bleu blanc rouge, lui il a le masque bleu blanc rouge. Bon alors on va commencer par les confidentiels toujours de Challenge. Voilà, Facebook fait plus d'1,5 milliard de bénéfices en France. Donc on savait pas trop combien il faisait, il paye pas d'impôts sur 1,5 milliard, pardon. Voilà. Mais la CNIL qui a dû condamner Facebook à 60 millions d'euros d'amende, qui a dû évaluer la contribution, c'est une évaluation, c'est pas des chiffres officiels parce qu'ils trichent Facebook. Les chiffres de Facebook France, ça doit être 0 ou 2 ou 3. Mais... Donc ils payent pas d'impôts Facebook en France, c'est pas leur truc. Voilà, donc ça a été évalué, et ça a été évalué entre 550 et 660 millions d'euros. Voilà, donc c'est une petite information comme ça, au hasard, à vous donner. Alors là, on a la baston. Alors là, c'est la baston. Donc Ciotti et Bertrand ont concurrent pour Matignon. Donc ils veulent tous les deux être Premier ministre. Parce qu'ils disent la Valoche, peut-être qu'elle va passer. Donc Bertrand qui était le seul rempart, il disait que j'étais le seul rempart pour Emmanuel Macron. Il n'y a personne qui pourra le battre sinon moi. Et en fait non, finalement, bon, Premier ministre, ça irait bien. Il serait bien en Premier ministre. Et puis Ciotti, il aimerait bien aussi. Alors au début, il voulait le ministère de l'Intérieur. Et puis en fait, il dit, ah putain, non, Premier ministre, c'est quand même mieux. C'est quand même plus classe. C'est mieux. Donc voilà, donc ils sont en compétition. Alors Sarkozy nous dira en février pour qui il va voter. Voilà.
Donc il devrait voter pour Valérie Pécresse, normalement. Il devrait dire qu'il va voter pour elle. Et au second tour, par contre, sera Emmanuel Macron contre la candidature mortifère de l'extrême droite. Quand même. Hein. Je ne veux pas l'imiter, parce qu'Alexis l'imite beaucoup mieux que moi. Mais quand même, quelle indignité. Hein, quand même. Sacré Sarkozy. Et puis, alors on va en parler après. Vous allez voir, je vais faire un petit truc rigolo. À LR, on redoute des dérapages dans le match. Voilà. Opposant les cofondateurs de la droite forte, Geoffroy Didier, resté au sein du parti, et Guillaume Pelletier qui rallie à Zemmour. Alors tout à l'heure, il y aura un petit article sur eux dans, je sais plus, dans Le Monde, non, c'est dans le Figaro, dans le Libé, je sais plus, où on nous montre en fait ces deux mecs, ouais, c'est eux. Regardez, je vous ai fait une petite photo de, regardez ça comme ils sont classe. Ça, c'est la droite forte, 2014. Je sais pas, comment on les définit? Un mot gentil, hein. Des pipes, des blaireaux, je sais pas. Moi, je les trouve. Alors, il y a 10 minutes de décalage entre vous et moi quand je vous parle. Voilà, ça c'est. Alors, Guillaume Pelletier, c'est celui de gauche, et à droite, c'est Geoffroy Didier. Voilà. Geoffroy Cloporte, mafieux, ouais. Man in Black, X-Men, Daft Punk. Les Blues Brothers. Bravo, c'est les Blues Brothers. Bravo, c'est bon, c'est fait. Vous êtes trop forts, les mecs. Et les filles aussi, les nanas. Les mecs, les nanas, les gonzes et les gonzesses, des bouses, des baltringues, ouais, c'est ça, des gnomes, voilà. Donc eux, c'est la droite forte. J'ai retrouvé cette photo, je l'avais en tête, elle est fantastique. Voilà. Ces types-là, c'était la vraie droite. La droite, vous voyez, hein, quand même. Hein. Alors ils étaient tout mignons à côté de ce qu'on vit aujourd'hui. J'ai mon amie Elsa qui m'a retrouvé, notre graphiste au Monde Moderne, qui nous a retrouvé le lip dub c'était encore l'UMP en 2010. Voilà. Je crois que c'était encore l'UMP en 2010. Non, c'était le Jeune Républicain. C'était Benjamin Lancard qui avait fait un lip dub que je vous passerai la semaine prochaine, qui était extraordinaire, où ils chantaient tous. Et ça paraît il y a longtemps, voilà. Et là, c'était il y a longtemps. C'était la droite forte. Geoffroy Didier, on l'a croisé avec Alexis une fois sur un plateau de télévision. Dans le locaux de Non-Stop People, je crois. Il a une tête en plastique. Il est complètement... on dirait un... Il nous avait terrifiés. Voilà, on voulait lui parler, lui dire tout le bien qu'on pensait de lui, quand même, à lui. Voilà. Donc lui, il reste avec Valérie Pécresse. Il est numéro 2 de Valérie Pécresse, on va en parler après. Et lui, il est numéro 2 d'Éric Zemmour. Voilà. Il y a eu la garde des enfants. Voilà, les deux parents se sont partagés la garde des enfants. Voilà. Les Blues Brothers, bravo. Ça me va super bien. Donc voilà, donc ils craignent qu'il y ait une baston, une baston sans nom. Voilà. Et donc, le gros dossier donc, de challenge, c'est pourquoi tant de haine? Voilà, le président arrivera-t-il à reconquérir le cœur des Français, hein? Les Français lui ont manifesté beaucoup de haine durant le quinquennat, mais une partie conséquente de l'opinion reconnaît qu'il a fait bouger les lignes. Je vais tout faire tomber. Là. Faire bouger les lignes, ça veut rien dire. Donc là, on le voit, là, il a tout son truc bleu, blanc, rouge, hein, vous voyez, il est au top. Et là, voilà, il check les mains, il fait l'imposition des mains, et puis tout va bien. Voilà, c'est absolument génial. Il y va encore en contact. Hein. Je pense que les mecs ont été fouillés 5 fois, les femmes qui sont ont été fouillées 10 fois. Le protocole pour le rencontrer, il y a 3 heures d'attente, ils sont parqués. Enfin, c'est pas marrant d'aller voir Macron, c'est pas un truc qui se fait de façon naturelle. Pas du tout. Donc, alors voilà, bilan indiscutable, mais quand même, hein, regardez. Vous voyez, en rouge, c'est Macron, c'est le meilleur. Voilà. En bleu, c'est Sarkozy. Et en droite, c'est Hollande, en bas, tout en bas, en marron. Voilà, donc il est quand même, les Français l'adorent. Hein. Les Français, ce que nous explique le journal, hein, c'est qu'on est tous des enculés à pas l'aimer, parce que quand même c'est un super mec. Voilà. Réforme du code du travail, de l'apprentissage, ce cocktail gagnant a relancé la job machine et le taux de chômage est à son plus bas depuis 2008. Voilà, les Français ne se livrent pas à un satisfaisie massif, mais ils sont 38% à reconnaître que la situation s'est améliorée. 38% s'est améliorée. Alors là, on a les chiffres, là. Voilà, on a les chiffres de Macron. Alors, en rouge, c'est oui. Et en marron, c'est non. Voilà. Donc, c'est quand même beaucoup non, hein, malgré tout ça. Hein. C'est pas, voilà. Est-ce qu'il a réussi à transformer la France en start-up nation? Non. De s'émanciper au travail, non plus. D'améliorer l'administration? Non, je pense pas. Non, je pense que c'était pas le but non plus. Hein. Améliorer la vie des habitants des banlieues non plus. Réduire la dépense publique, pas trop. Et puis mettre fin aux injustices du système de retraite. Alors ça, c'est génial. C'est mettre fin aux injustices du système de retraite par un système qui était encore plus injuste. Voilà. Pour peu que notre système soit injuste, ça, je ne crois pas. Voilà. Et puis par contre, là où il a réussi à faire semblant, c'est donner les mêmes chances pour tous les enfants, quelle que soit leur origine au milieu social. Alors ça, c'est qu'on arrive à faire croire ça aux Français, c'est lunaire.
Si vous avez des gamins, si vous avez déjà inscrit un enfant sur Parcoursup, si vous avez essayé de comprendre comment marchait l'algorithme, personne ne le sait. Si le dédoublement des classes, qui est une connerie, on a pris un peu pour remettre un peu ailleurs, on a fait que déplacer finalement, il n'y a rien. Vous allez voir comme les profs sont contents du reste de tout ça. Voilà, c'est moche. Et puis voilà, pelote de haine. Vous voyez, Nicolas Domenac et Maurice Safran, éditorialistes de Challenge, et 2 journalistes ont recueilli des témoignages au sein du premier cercle du pouvoir et auprès du président. Alors vous allez voir les extraits, ils sont interviewés. Mon pauvre chaton, pourquoi les gens sont méchants avec toi? C'est dur ce qui t'arrive. C'est... pauvre vieux, voilà. Pauvre vieux. Alors ça c'est Macron, oui, qui parle de la haine. Voilà. C'est d'abord le fruit vénéneux de la fin des idéologies. La sécurisation aussi. La sécularisation, pardon. Mais n'importe quoi. Notre pays étant structuré par la religion et par le communisme, n'importe quoi, par de grands récits qui se sont effondrés, nous sommes laissés aller dans une postmodernité sans âme, dans laquelle les élites se sont complues. La haine vient du ressentiment de vieille habitude française. On la retrouve dans les jacqueries dans la Révolution française, chez les ligards. Au fond, c'est une haine de la modernité qui devient une forme de nostalgie d'un passé qui n'a jamais été et qui se traduit par une forme de haine de l'autre. Ce que nous sommes, haine des homosexuels, des femmes, des juifs, des hommes politiques. Et toujours pensé que nous étions monarchistes et régicides. Nous sommes un peuple pétri de paradoxes. Oui, ça, c'est la pensée profonde de Macron. Ça, c'est une guillotine qu'on installe pour rire. Hein. C'est pas... Voilà, c'est pas... Hein. Là, c'est la claque qui s'est prise. Et ça, c'est quand il met une claque aux jeunes, là, au tout début. Regardez comme il est jeune. Regardez l'arrogance. On dirait que c'est un siècle aussi, ça. Ça, c'est quand il disait aux gamins, moi, je traverse une rue et je te trouve du boulot, moi, espèce de connard. Alors, il n'a pas dit espèce de connard, mais c'était dans le ton, l'espèce de connard. Voyez-vous ? L'arrogance. Il est vrai que ce sentiment existe, que l'action du début de quinquennat n'a pas répondu aux inquiétudes. Je n'aime pas faire de mea culpa, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai. Alors, il n'aime pas trop. Non, c'est pas trop son truc, s'excuser, Emmanuel. En fait, je n'ai pas pris assez en compte le clivage qui existait en 2017 au second tour, entre ouverture et fermeture, optimisme et ressentiment. Je n'ai pas apporté de réponse assez concrète. On en a fourni, mais ce n'est jamais assez quand le ressentiment s'est installé, quand la morsure est là. J'ai donné le sentiment que je pouvais présider une société d'individus. C'est profondément faux par rapport à ce que je suis. Mais de fait, c'est ce qui s'est imprimé, libérer l'économie dans une France peu compétitive, n'importe quoi, était un impératif urgent, ça ne se résout surtout pas en temps de crise. Voilà. Donc en fait, il ne fait pas de mea culpa, il reconnaît quand même que... non, il n'est pas arrogant. Voilà. Regardez la tronche, regardez l'arrogance du mec, là. Regardez comme il le regarde. Il était jeune, il était vraiment jeune, il venait d'être élu, ce président. Voilà, et puis il nous parle aussi du deep state, de l'état profond. Les habitudes administratives ministérielles, celles de la classe politique dans son ensemble sont profondément ancrées. Et j'entendais, tu as fait ton numéro, c'est bon. Je me suis battu pendant des mois pour booster les choses, et du coup la réforme des retraites est engagée. Mais je ne vais pas assez loin dans la transformation, en particulier l'utilisation des services publics sur le terrain. C'est à ça que je crois à mort, ou encore dans l'utilisation du numérique, à l'envers du discours convenu pour repeupler les campagnes et avoir des gens qui vivent mieux. Tout cela a mis du temps à percoler, trop de temps, ce qui fait que les gens ont dit que ça ne va pas assez vite. La confiance démocratique n'est pas un sujet de représentation, c'est un sujet d'efficacité. Vous voyez ? On va en enfer, c'est exactement ce que nous dit Bouddha 1989 quand il s'abonne au live du monde moderne sur Twitch. Vous voyez ? Ça, c'est Emmanuel Macron. Voilà. C'est des extraits de son bouquin. Non, des extraits du bouquin de Maurice Safran et Nicolas Domenac. Donc le bouquin a l'air super. Voilà. Pourquoi tant de haine ? Confidence et peur du pouvoir. Peut-être essayer de le récupérer par le service de presse et de vous en faire des lectures, parce que le bouquin a l'air bien. Voilà, donc vraiment des salauds ex-pauvre Macron, parce qu'il est quand même bien. Voilà. Donc du coup, bah oui, puisqu'il n'a pas été assez rapide, il n'a pas boosté, il n'a pas assez transformé le pays, vous voyez, avec ses petits bras musclés. Macronie planche en désordre sur le projet présidentiel. Donc attention, là on est que des bons. Alors Blanquer, donc lui on l'a dit tout à l'heure, il s'occupe de laboratoire de la République. Lui c'est la bataille des idées. Ok. Notamment sur la laïcité et le wokisme. Ensuite on a Stan Guerini. Il a réuni 35 groupes de travail d'experts, mais les macronistes doutent de la capacité du parti à produire de nouvelles idées. Bon, ça les idées, c'est Sibeth Ndiaye qui est partie avec quand elle est partie bosser chez je sais plus qui, chez un hôtelier je crois, dans un truc de travail temporaire. Elle a pris toutes les idées. Et lui maintenant, donc il a pris 35 groupes d'experts et il trouve des idées. Alors on en a plein des idées. Stan, appelle-nous, Alexis et moi, les gens du monde moderne, là tous ici, tu viens sur le live un jour, on donne plein d'idées. On en a plein, des super idées. Ensuite, on a Alexis Kohler. Alexis Kohler, c'est marrant comment c'est... Ah zut, j'ai foiré mon truc, décidément. Alexis Kohler, lui, il est embourbé dans des affaires de conflits d'intérêts à peu près jusque-là, vous voyez. Et c'est pas jusqu'aux genouilles, c'est juste... Voilà, il est jusqu'ici. Véritable tour de contrôle d'Emmanuel Macron. Il surveille le dispositif, il en reçoit beaucoup de notes et les nouvelles idées de la campagne. Je pense que les nouvelles idées vont être terribles. On est quand même à 3 mois d'élection présidentielle, les mecs n'ont pas
un putain de plan, de programme. Rachel Kahn, elle a été recrutée dans un groupe Société Civile, voilà, qui fait remonter toutes les idées des syndicats, des fédérations patronales et des ONG. Elle est chargée de la citoyenneté. C'est elle qui lui a expliqué que le corps, le corps républicain, en fait, c'est comme tous les atomes d'un corps humain. Voilà. Et qu'on doit tous aller dans le même sens, et que ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est un peu comme des cancers. C'est ce qu'elle dit, je ne sais plus, Jadas qui la regarde. Waouh, Rachel, putain, ce que tu dis, c'est fort. Voilà. Elle est folle, elle. Alors, elle a l'impression qu'elle est dans le parti du bien. Elle est dans le parti du bien, Rachel. Ça, je peux vous le garantir. Et puis ensuite, on a, alors je ne connaissais pas, lui, Ambroise Méjean, délégué général du mouvement des Jeunes avec Macron. Il a sorti le 8 janvier ses 15 propositions, parfois explosives, comme la taxation de l'héritage. Putain, il est fou, lui. Il est barjot, lui. Oh, calme-toi, Ambroise. Il veut taxer l'héritage. Mais ça va? Non? Voilà. Et puis surtout, la légalisation du cannabis. Alors ça, le mec, ça m'étonne pas. C'est bien un putain de fumeur de joint. Il a demandé à Macron de taxer l'héritage. N'importe quoi. Voilà. Alors, tu proposais le plafond pour... Non, le jacuzzi, non, je suis désolé, moi c'est quand je fais les 1000. Je sais qu'Alexis fait plus que moi parce qu'il est là plus souvent, parce qu'il est plus pro que moi. Moi, pour l'instant, je suis à combien? Je suis à 771. J'ai fait 900, mon record c'est 920. Quand je fais les 1000, c'est promis, c'est jacuzzi. Je n'ai qu'une parole, hein. J'ai dit ça un lendemain de cuite l'année dernière, ça sera fait. Voilà. Non, moi j'ai des propositions très claires. 1000, moi je suis un président qui tient mes engagements. Ouais. Je suis quoi, moi? Je suis un chroniqueur qui tient mes trucs. Voilà. Et puis le Parisien que je lis jamais, parce que c'est insupportable, hein, c'est vraiment très con. Je l'ai regardé, Alexis m'a dit, regarde, tu verras, c'est marrant. Voilà, et alors là, attention. En Réa, il y a aussi des bébés. Ah oui, il y a des bébés en Réa, bien entendu. Voilà. Léa Rose, petite guerrière de 3 mois. Ouais, Léa Rose, on la voit pas, Léa Rose, elle est toute petite, c'est une petite guerrière de 3 mois quand même. Hein, voilà. Et puis ensuite, on a une grève du rein a été annulée. Putain, enculé de non-vacciné. Une grève du rein a été annulée. Voilà. C'est complètement dingue. Et Omicron est plus contagieux, et comme il n'est pas idiot, le virus va vers les personnes non vaccinées. Le virus, il n'est pas idiot. Alors le mec qui dit ça, c'est comme un professeur Olivier Brosseau. Voilà. Je ne sais pas qui c'est un professeur. Je ne sais pas de quoi. Le virus n'est pas idiot. Le virus, il est malin. Il se faufile là, non, toi t'es vacciné. Comment il voit que t'es vacciné ou pas vacciné, le virus? Comment il sait? C'est à l'odeur? Tu pues de la gueule quand t'es vacciné? Je sais pas. Il est pas idiot. Ouais. Donc c'est... Je dis rien sur le vaccin. Une fois de plus, vous savez, sur ça, je suis très... pas mal à l'aise, mais pas loin. Chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut. Moi, je suis contre le pass vaccinal, vous le savez. Je suis contre l'obligation aux Français. Je suis contre le fait qu'on les emmerde. Par contre, on est obligé de dire qu'avec 90% de Français vaccinés, ça marche pas. Voilà. Et puis, il y a un biais statistique qui est étonnant. J'ai une dizaine d'articles hier. Le virus serait 3 fois plus virulent qu'aujourd'hui chez les non-vaccinés, en fait. On comprend pas qu'il y a autant... Selon leurs chiffres, il y a 80% de non-vaccinés à l'hôpital. Le chiffre défie les statistiques, en fait. Voilà. C'est... voilà. En tout cas, la petite Lily Rose, c'est une petite guerrière de 3 mois. Vous voyez, c'est ce genre de petits trucs dégueulasses qu'il y a. Donc, faites vacciner vos bébés, hein, quand même. C'est important. Voilà. Et puis on a regardé comme il est beau. Les photos de lui, putain, alors lui, je veux dire, il excite les mamies, lui. Hein, lui, il peut rien pour lui, mais pour le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, il faut se garder de crier au pic trop tôt. Nous avons de réels motifs d'espérance. Voilà. Et chaque fois qu'on va en faire ensemble, Captain Mission. J'adore quand vous abonnez qu'il y a Macron qui arrive. Voilà. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de copies aujourd'hui, parce que j'ai pas beaucoup regardé l'écran. Je sais, sur mon écran du dessous, vous avez vu ma tonsure, c'est intéressant. Quand l'exécutif sera-t-il prêt pour lâcher du lest, hein, ça, on sait pas. Mais il nous dit, il y a des réels motifs d'espérance. Entrez dans l'espoir, mes frères. Entrez dans l'espoir. Libération, avec un très drôle dessin de Coco. Voilà. Je la trouve pas drôle quand elle écrit, mais quand elle dessine, elle est drôle, je trouve. Coco Boer. Avec 2 masques FFP2 sur la tête, en bonnet d'âne, et puis des cotons-tiges, des éprouvettes, en veux-tu, en voilà. Voilà. Donc, vous le savez, aujourd'hui, c'est la grève inédite dans la fonction publique et notamment chez les profs. Voilà, donc grève inédite. Ce jeudi, les personnels éducatifs se mobilisent contre la gestion de la crise du Covid-19 par le gouvernement. Le mouvement surprend par son ampleur. Association de profs, chefs d'établissement, inspecteurs, CPE, agents d'entretien, infirmières et même parents d'élèves. Voilà. Les gens en ont plein le cul. Mais ça, c'est à cause des gens qui ne sont pas vaccinés.
Cherchez pas, hein. Le truc est tout simple, et puis comme disait Blanquer, ils sont un peu cons de faire grève, on fait pas grève contre un virus. Le virus, il est malin, on le dit dans le Parisien, mais il comprend pas trop les grèves. Mais il est malin quand même, hein. C'est un virus malin. Alors, Libération fait la liste de différents corps de métiers, des différents métiers. Alors, on a un prof d'histoire hein, qui nous dit que le contexte est extrêmement difficile depuis 5 ans à cause de la dégradation de nos conditions de travail, de la casse dramatique du service public de l'éducation. Bon, voilà, ça c'est à cause des non-vaccinés. Dans certains établissements, les fenêtres ne s'ouvrent pas, il n'y a ni capteur de CO2 ni purificateur d'air. Voilà, pour limiter le brassage des élèves, ce ne sont plus eux qui changent de salle en fonction des matières, mais les enseignants qui se déplacent. Or, quand on fait les transferts, les élèves sont laissés seuls, avec consigne de fermer les fenêtres. Il ne faudrait pas que les gamins fassent les comptes, tombent par la fenêtre, bien sûr, pour les fenêtres qui peuvent l'ouvrir. Voilà. L'éducation nationale n'arrive pas à recruter, nos salaires sont en jeu depuis 10 ans, notre pouvoir d'achat baisse, la profession se précarise. Aujourd'hui, vous avez un type qui dit « Ouais, je suis prof, t'es un loser ». Enfin, dans Startup Nation, hein, va bosser pour Back Market, où l'entreprise, elle est valorisée 7 fois la FNAC, ou 3 fois la FNAC, je sais plus. Vous voyez ? Et de toute façon, Bernard Arnault, il a dit, c'est pas des vrais emplois. Bernard Arnault, il a dit, non, c'est de la merde, ça sert à rien. Voilà. Ensuite, on a Marion, qui est AESH. J'ai peu d'espoir que le mouvement de grève fasse bouger les choses, mais j'ai besoin d'aller manifester pour dire que ce n'est plus possible. Voilà. Donc depuis la rentrée, ils sont sous-effectifs. Depuis la généralisation en 2020 des pôles inclusifs d'accompagnement localisés qui accompagnent le déploiement des AEHS, nos conditions de travail se sont dégradées. Voilà. Il y a 3 ans, on n'était déjà pas formés, mal payés, dans des conditions d'exercice, c'était inconfortable. Voilà. Donc les AEHS étaient rattachés à une école, alors qu'aujourd'hui, ils sont embauchés dans une zone plus large. Voilà. Les AEHS, c'est ceux qui aident les enfants en condition de handicap. Voyez-vous, il y en a moins en fait. C'est pour le côté non inclusif de l'école. Ça, c'est le wokisme qui veut séparer les gens. Par contre, faire en sorte que les handicapés ils aillent à l'école, non, ça c'est pas de séparatisme, ça c'est pas bon. Ça c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Les principaux adjoints qui disent que les élèves en peuvent plus non plus. Depuis 10 jours, on ne fait que gérer les protocoles sanitaires. Alors moi, j'ai des gens dans ma famille qui sont profs. Hein. C'est du délire. Hein. J'ai vu des tableaux Excel remplis avec les cases, attestation sur l'honneur numéro 1, test PCR, machin, tout ça et tout. Voilà. Les élèves aussi, on n'en peuvent plus. Ils vivent dans un contexte anxiogène sans avoir les mêmes armes psychologiques que les adultes pour y résister. Alors déjà, nous, c'est un peu dur. Alors imaginez un gosse. Le manque de moyens se fait ressentir à ce niveau-là. En 5 ans, on accueille 100 élèves de plus sans avoir davantage d'assistance d'éducation. On est sous tension permanente, on ne voit plus le bout du tunnel. Mais quand il dit qu'il a dédoublé les classes les petites classes, c'est faux. C'est bien hein, de le faire, hein, mais c'est faux. C'est un mensonge. Voilà, les ADSEM, on n'en parle pas, hein, c'est les aides... agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, ça veut dire ADSEM, je ne savais pas ça veut dire. Voilà, donc pareil. Donc, avant, il fallait nettoyer un peu, mais là, il faut nettoyer tout le temps. Voilà, il faut nettoyer l'école 10 fois par jour, voilà. Donc, ils vont mettre le marquage au sol, ils ont dû faire tous ces trucs-là. Voilà. Responsable de l'intendance, on est incapable de tout désinfecter, voilà, malgré le protocole. Sans le protocole, il est là pour couvrir le gouvernement, c'est tout. Il ne sert qu'à ça. Voilà. Voilà. Ma fille, phobie scolaire, a pleuré, mal de tête et a soigné une saignée du nez tellement elle en a marre de ces conneries. Ouais, c'est dingue. Voilà, et puis donc voilà, donc encore infirmière, assistant de gestion. Donc c'est la merde, hein, malgré tout ce que nous dit Jean-Michel Blanquer. Alors il faut quand même savoir que Jean-Michel Blanquer, il y a un mois, 5 semaines, je sais plus, c'était en fin d'année dernière, a rendu 30 millions d'euros aux caisses de l'État, en disant non mais c'est bon, je n'en ai pas besoin. Mon budget est tellement bien géré, vous voyez, je suis dans le cercle préféré de l'État d'Emmanuel Macron, et non c'est bon, il n'y a pas de problème. Je vous rends l'argent, je n'ai pas besoin. Voilà. Il s'est pas servi tout l'argent qu'on lui a donné. Pourtant, il y aura des idées. Hein. Je pense que si on demande à Nathalie, Renaud, Nicolas, Aïssa, Nadia et Aurélie, je suis sûr qu'ils lui donnent des conseils. Voilà. Donc voilà pour la grève. Donc on va voir si ça va être suivi, on va voir si ça va continuer. Ça serait bien un petit peu que tout s'arrête. Voilà. Tout se mette en pause en disant non, vous dégagez. Voilà. On est les vrais gens, on est l'école. Et puis, un article toujours dans Libération sur l'endométriose. Donc, Macron a sorti hier que ça y est, hein, c'était, ou avant-hier, je ne sais plus, hier, ça y est, c'est une stratégie nationale. Alors, sa dernière stratégie, c'était d'emmerder une partie des Français, donc est-ce que sa stratégie va être d'emmerder les femmes ? Voilà. Donc, sur Twitter, hein, le président a fait cette annonce-là, annonce suivie d'une vidéo de près de 10 minutes. Ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société. Emmanuel Macron, avec un sens de la formule maîtrisé. Mais que faire ? Alors il dit lancer notre première stratégie nationale de lutte contre la maladie, a-t-il répondu. Il s'agira de mieux comprendre cette maladie et de trouver des traitements, de développer des réflexes endométriose. Voilà. Donc tout ça c'est basé sur un rapport qui a été demandé par Olivier Véran.
Cette stratégie, pour l'instant, est une stratégie de communication. Pour l'instant, voilà, on a Twitter, on a un compte Twitter, on a un gros compte Twitter du reste, on est certifié Twitter, on a un rapport d'Olivier Véran, on fait une annonce sur Twitter. Ça, c'est la base de la stratégie. Apparemment, ça pète pas plus haut que ça, puisque donc on va bien entendu faire de la recherche, mais il n'y a pas d'argent qui a été donné, il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a pas de projets qui ont été lancés. Merci pour ceux qui... 5 invitations, merci Bezek, c'est classe, super classe. Merci beaucoup, c'est ultra sympa, c'est gentil, merci. Voilà, donc la personne qui dit ça, c'est Virginie Ballet, c'est un billet d'humeur, je crois qu'elle est journaliste à Libération, qui dit « Mais il y a un point crucial qui a bien bordé d'aborder sur Twitter, c'est l'inscription de l'endométriose sur la liste des affections longue durée exonérantes, revendiquée de longue date par l'association Endomide et l'objet d'une proposition de résolution défendue ce jeudi par la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Cette mesure permettrait aux quelques 2 à 4 millions de femmes atteintes de cette pathologie de demander à avoir leurs soins pris en charge à 100%. Voilà, et pouvoir être placés en arrêt maladie lorsque leurs douleurs sont trop fortes, sans délai de carence qui les pénalise financièrement. Voilà. Alors, non, ça, on va quand même pas commencer à faire ça, ça coûte des sous, ils sont quand même pas là pour faire de la dette, ces gens-là. Par contre, il y a un grand plan national qui est lancé. Voilà, c'est un peu comme ça. Alors, hier, je déconnais sur Twitter en disant c'était un numéro vert, peut-être ça va se finir avec un numéro vert, voilà. C'est comme ça. Oui, après, il y a plein de maladies, la maladie de Crohn. Qu'est-ce qu'il y a après ? Jean-Luc, tu dis... Tac. Bon, voilà. Vous dites des bêtises sur le chat. Vous me faites rire. Voilà. Et puis, on va finir par Le Figaro. Le Figaro, on va parler de Geoffroy Didier, qui inquiète comme tout le monde. Donc, Blanquer piégé par les contraintes sanitaires. Alors, bon, elle n'est pas contente. Hein. Elle n'est pas contente. On repasse Valérie Pécresse. C'est un désordre, un chaos généralisé dans l'école. Et moi, je ressens cette immense souffrance de la communauté éducative, mais aussi et surtout des parents. Alors, elle ressent la souffrance... Valérie, mais elle va enlever 200 000 fonctionnaires en France. Voilà. Mais elle ressent la souffrance. Hein. Elle est meurtrie dans sa chair de Valérie Pécresse. Sa petite chair de Valérie Pécresse. Voilà, c'était juste pour compléter sur ça. Donc il y a 11 syndicats qui ont appelé à la grève. Donc c'est tous les syndicats étudiants. Apparemment, c'est une première. Et puis je pense qu'Alexis vous l'a dit hier, ça nous a fait rire. Ça y est, il y a Karcher qui fait des en écho à Valérie Pécresse. Vous voyez, c'est la même page. Il y a Valérie Pécresse d'un côté, Karcher de l'autre. Voilà. Et Karcher qui nous dit que Karcher n'est pas un étendard d'aucun parti politique, mais la propriété exclusive des sociétés Karcher. Putain, déconnez pas. Hein. Voilà. Donc c'est quand même, arrêtez de dire de la merde avec notre marque. Karcher défend aussi des valeurs citoyennes fortes, notamment menant des politiques actives de mécénat culturel et intervient sur des chantiers de grande ampleur. Dans ce cadre, Karcher vient de débuter une nouvelle de l'Obélisque de la Concorde en partenariat avec le ministère de la Culture. Créée en 1935, la société Karcher, c'est génial. Il faut pas dire. Valérie, tu dis trop de bêtises. Voilà. Ça m'a fait marrer, ça. Même les marques commencent à attaquer les hommes politiques. Voilà. Bon, Arnaud Montebourg, c'est fini. Hein. Je sais pas s'il y avait des fans de Arnaud Montebourg ici. La remontada. Voilà. Je sais pas comment vous le dire. Voilà. Maintenant, est-il ajouté, il ne me reste plus que l'option de faire une candidature de témoignage. Et c'est ce que je ne voulais pas. Non, il voulait être élu président. Lui, il voulait remonter avec sa prétention, sa morgue, sa fatuité. Arnaud Montebourg, l'ancien ministre du redressement productif. Même pas l'industrie. J'ai toujours vu que ce mec était pas fiable à cause de ça. On dit pas le redressement productif. On dit putain, le ministère de l'industrie. C'est beau l'industrie. C'est de la gueule. Ce matin, ceux qui ne sont pas vaccinés ne devraient pas avoir accès à l'assurance chômage apparemment chez Bourdin. Merci Christian Estrosi, c'est le motodidacte Estrosi, c'est le mec qui fait de la moto, maintenant il est maire de Nice, c'est ça hein. Ouais, Estrosi c'est Nice. Voilà. C'est ça. Quand on n'a pas le... Ouais, c'est ça, c'est pas mal aussi ça. On n'est pas vacciné, on n'a pas le chômage. C'est pas con. Merci Christian Estrosi pour cette idée grandiose et merci de nous tenir informés de ce qui se passe là en direct. Voilà. Donc Arnaud Montebourg devrait se rallier à Josiane Taubira, et ça le fait bien chier. Il le dit, Arnaud Montebourg continue d'appeler les uns les autres pour les convaincre de l'union. Voilà. Mais pour le moment, personne ne se hisse au niveau de la situation très délicate, et cela nous sidère. Allô ? Oui, Jean-Luc ? C'est Arnaud Montebourg. Je vous ai tous vu cette vidéo qui était quand même un petit moment de plaisir de la fin de l'année. Voilà, la remontada de la France, c'est fini. Voilà. Au revoir, petit ange parti trop vite, comme on dit. Voilà. Et puis voilà, on en parlait tout à l'heure, quand je vous ai montré la photo.
Geoffroy Didier, l'anti-Pelletier. Vous voyez, c'était les deux frères ennemis. Vous voyez, on dirait un petit peu comme les super-héros. Iron Man et Captain America. Vous voyez, le Captain America, il est parti chez Zemmour. Et Iron Man, il est resté chez Valérie, chez Valoche-Pécresse. Voilà. Pendant des semaines, Geoffroy Didier a pourtant essayé de convaincre son ancien acolyte de ne pas franchir le Rubicon et de ne pas aller chez les séistes extrêmement agressifs et racistes. Voilà. Alors voilà, il a essayé, il lui a dit, et puis finalement, non, Guillaume Pelletier, il est comme ça. Il lui a dit, il a appelé le jour avant, il a dit, écoute, je m'en vais. Voilà. C'était une belle histoire, toi et moi. La France forte, mais non, la France elle est plus forte du côté d'Éric Zemmour. Lui, il y croit pas. Non, la France est plus forte du côté de chez Valérie. Alors, il aime le combat, il n'en a pas peur. Aujourd'hui, c'est un rôle stratégique dans la campagne. Alors, quand vous avez des seconds couteaux qui ont des rôles stratégiques dans la campagne, lui, c'est un second couteau. Hein. C'est un Blues Brother, comme vous avez dit tout à l'heure. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est un gros bosseur, un vrai sens politique et beaucoup de créativité pour apporter des idées neuves. Voilà. L'encens Valérie Pécresse. Mettre des chapeaux avec son gâteau Guillaume Pelletier, c'est son idée à lui. Voilà. À la fois technique et politique, il a su créer un rôle aujourd'hui bien particulier dans cette campagne. À l'image de Manuel Valls, auprès des Français en 2012, le parallèle n'a pas échappé à Geoffroy Didier, qui a sollicité l'ancien Premier ministre pour quelques conseils. Les deux hommes prévus de se voir la semaine prochaine. Et là, c'est donc Geoffroy Didier qui parle de Manuel Valls. C'est un politique qui a eu l'intelligence de savoir, le temps d'une campagne, reprendre un peu le rôle d'un quasi-collaborateur. Ouais, ça veut rien dire. Voilà, donc il a été aussi porte-parole de Brice Hortefeux. Voilà. Brice Hortefeux qui est un mec super aussi. Voilà. C'est une campagne qui est importante dans son parcours politique, voilà, pour son CV. Voilà, plutôt en libéral qui passe d'animateur d'équipe. Voilà. Sur Valérie Pécresse, il sait jouer collectif, c'est l'anti-Pelletier. Vous voyez, c'était le yin et le yang à la droite forte. Voilà, je détestais ces deux gonzes, voilà, et voilà, ils me font marrer. Voilà, ces deux petits types d'être là, voilà. Je vois qu'il y a des mots qui sont mis en violet. Alors, mon setup va pas là aujourd'hui. Je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est pas effectif. Je sais pas si je peux vous montrer. Est-ce que j'ai mon appareil photo pour vous montrer à quoi ça ressemble? Je vais vous montrer l'envers du décor. J'arrive pas à tout lire. Vous voyez, ça ressemble à ça en fait. Mon merdier, vous voyez, c'est foutu comme ça sur un carton. Vous voyez, il y a un échiquier, il y a un ordinateur et puis un micro et une caméra. Vous voyez, c'est foutu comme ça. Et j'arrive pas à tout lire exactement comme vous faites. Voilà, on a commandé un dispositif qui permettra de vous aider. C'est pour ça que des fois je vous réponds pas. Voilà. Croyez pas que ça m'intéresse pas du tout. Ce que vous dites, ce que vous faites, ça m'intéresse. Et puis on va finir par cette petite nouvelle. Voilà, le Conseil national du numérique appelle à réparer l'économie de l'attention. Ça, l'économie de l'attention, il y a une très belle, un documentaire très instructif sur Netflix qui s'appelle je l'ai oublié, voilà, c'est pas grave, vous le trouverez, vous tapez économie de l'attention, vous le trouverez sur Netflix, ou derrière nos écrans de fumée, ça s'appelle, je crois, si je dis pas de bêtises, qui nous explique l'immense, le fait qu'on on est capturé par nos téléphones portables, par les notifications, par tout le temps, ça s'arrête jamais. Et qu'il faut à tout prix réglementer ça, voilà, bloquer ça, voilà. C'est fait le briquet de broc. Ah oui, c'est fait le briquet de broc. Ah bah, nous, on n'est pas BFM Télé, hein, on n'est pas CNews, hein, on fait ça de briquet de broc. Mais j'aime bien tout mettre sur un carton, voilà, mais comme ça, vous avez vu l'envers du décor. Donc voilà, l'économie de l'attention, c'est ce truc qui vous empêche de vous concentrer, c'est ce qui empêche les gamins de se concentrer, c'est TikTok. Les gamins sont tout le temps en train de regarder TikTok, ils ont peur de rater une connerie qu'ils n'ont pas vue. C'est impossible de tout voir. Et donc voilà, le Conseil national du numérique, qui est une association semi-publique, semi-privée, qui, c'est marrant, ça m'a fait sourire, qui s'intéresse à ça. Voilà pour ma revue de presse. Qu'est-ce que j'ai après? Non, après j'ai la photo de mon setup. Voilà. La gueule du setup que j'ai envoyé à Alexis pour lui dire qu'on avançait. Bon. La prochaine fois, promis, il va y avoir de la lumière sur moi. Voilà. J'ai acheté de la lumière, donc vous pourrez me voir, ça sera mieux. J'ai fait des tests hier, c'était très beau, mais pas avec lumière dans la gueule. J'ai fait le test la nuit, ça marche pas pareil. Voilà. Non, il y a pas de photo par rapport aux médias mainstream. On est bien d'accord, hein, c'est du gros bricolage, les amis. Je vais vous remercier d'être là, d'avoir été avec moi. On a été presque 800 aujourd'hui. Voilà, on n'a jamais été aussi loin du jacuzzi. Alors là, le dispositif du jacuzzi, on a déjà le jacuzzi qui est repéré, l'eau est chaude, hein, on est prêt. Dès qu'on fait les 1000, promis, Alexis et moi, on s'organise et il vient à Grenoble et on se met dans le jacuzzi.
Merci d'avoir été là. Demain, c'est Alexis qui sera là. Vous allez retrouver Alexis et peut-être Timmy sera là, le grand retour de Timmy. On fait peut-être un câlin la semaine prochaine ensemble. Merci pour vos messages, pour vos gentils mots, pour vos sobriquets des Boost Brothers, ce qui était parfait. Je vous souhaite une bonne journée et puis une bonne fin de semaine et je vous embrasse. Ciao, à plus.